Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. L'annonce d'un diagnostic de maladie mentale vient souvent chambouler l'équilibre familial. Aujourd'hui, nous entendrons le témoignage de deux sœurs, Rosalie et Sarah. Leur grand frère, l'aîné de la fratrie, vit avec le trouble bipolaire de type 1, diagnostiqué il y a plusieurs années. Rosalie est la dernière des 4 enfants de la fratrie, Sarah est juste au-dessus d'elle. Leurs personnalités si différentes témoignent d'une même réalité, celle d'accompagner un frère atteint de maladie mentale. Bonne écoute! Racontez-moi un peu votre histoire de famille. Commençons avec toi, Rosalie. J'ai grandi dans une famille où on était justement 4 enfants. Entre moi et mon plus grand frère, il y a une différence d'âge de 6 ans. Moi, je suis la plus jeune. Fait qu'on était une famille très active, très unis. Mes parents, il y avait une compagnie ensemble. Les 4 enfants, on faisait du sport. On avait une belle dynamique. Oui, on avait des défis comme chaque famille, mais somme toute, là, on était une famille unie. On voyageait ensemble. Puis, on était aussi très proches de nos grands-parents, autant paternels que maternels. Actuellement, il y a mes grands-parents du côté paternel sont décédés, mais on avait un bon réseau là, familial autour de nous. Moi, je prenais beaucoup de place. J'étais la première fille, donc je suis... c'est ça, tu sais, je suis enseignante testeur, là, fait que j'aime organiser, gérer, parler fort, faire des spectacles. Je dirais que le plus vieux, celui qui est atteint de bipolarité, puis Rosalie, la plus jeune, sont plus discrets, plus comme ma mère, plus sensibles, plus doux. Puis les deux enfants du milieu, on est très cartésiens, organisés, on gère tout, puis c'est ça. Fait que, tu sais, je prenais ma place ben en masse. Est-ce que vous diriez qu'il y avait la place d'exprimer vos émotions, ce que vous ressentiez en grandissant? Mon père était bon pour nous faire parler de nous, puis comment que, justement, on vivait telle situation, puis pourquoi qu'on réagissait comme ça. Puis j'ai toujours dit, moi, je voulais pas... Ben, mon père, il est psychologue de formation, fait que je ferai jamais ce métier-là. Reste que aujourd'hui, je suis dans la relation d'aide, là, mais ça nous a quand même permis, justement, de se questionner. Moi, c'est plus moi, personnellement, s'il faisait ça avec mes frères, je sais, tu sais, on dirait qu'il y a mon souvenir, je sais pas, mais lui parlait peu de ses émotions par contre, mais c'est ça, plus tard, justement, quand que l'événement est arrivé avec mon frère, ben, on a pu, ça nous a ouvert un peu aussi à discuter plus de comment que on vivait ça, mais on parlait quand même là, des choses, justement, qui étaient plus difficiles. C'est drôle comme question parce que j'en ai beaucoup parlé quand j'étais jeune. Tu sais, quand on était fru ou quelque chose comme ça, c'était tout le temps « explique-moi comment tu te sens ». Puis, tu sais, ça a tout le temps fait partie de vraiment nommer nos émotions puis d'expliquer notre pourquoi, du comment. En long et en large, ça, avec mon père surtout, c'était bien important. Puis ma mère est assez une personne sensible, donc ça a tout le temps été très ouvert, la discussion là, à ce sujet-là chez moi. Puis c'est correct, parce qu'à cet âge, je me connais beaucoup mieux, mais ça a été quelque chose qui m'a tapé ses nerfs, oui, une bonne partie de mon enfance. Est-ce que vous pouvez toutes les deux, Rosalie puis Sarah, m'expliquer comment s'est passée l'apparition du trouble bipolaire chez votre frère et comment vous avez vécu chacune le diagnostic? Au tout début, dans le fond, je me souviens encore, dans le fond, c'est en 2014, mon frère, pour la première fois, je vais utiliser les termes de ma mère, là, mais il a perdu contact avec la réalité pour la première fois en mai 2014. Donc, il y a eu une première hospitalisation là. Puis, quand on a rencontré, plus mes parents et lui ont rencontré le psychiatre, c'était un épisode psychotique. Fait qu'on savait pas s'il allait avoir de diagnostic ou si c'était un épisode isolé. C'est, dans le fond, après ça, dans l'année qui a suivi, que là, le diagnostic a été posé de bipolarité de type
1. On savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais ça a été aussi un soulagement pour nous d'avoir le diagnostic de bipolarité de type 1, même si c'est quand même un gros diagnostic, parce que le psychiatre disait, ben, on ne sait pas si ça... Nous, on avait une inquiétude que ça soit de la schizophrénie, parce qu'il y a vraiment eu des... Il était en psychose, il a vraiment perdu contact avec la réalité cette nuit-là. Je me rappelle un matin, il est comme peut-être 6-7 heures du matin, je dormais, ma mère elle vient me réveiller, puis elle pleurait, puis elle m'a dit que mon frère était, je sais pas comment dire ça, ben, elle a pas nommé le mot psychose, là, mais c'était ça qui était, qui avait perdu contact avec la réalité. Ouais, c'est le mot qu'elle a utilisé. Puis, tu sais, il était rendu à l'hôpital, puis c'est ça. Fait que c'est comme ça. Je me suis fait réveiller un bon samedi ou dimanche matin, il y a 6 ans à peu près, là. Ouais, fait que c'est ça. Puis, il a été hospitalisé pour la première fois, puis ça n'a pas tout de suite eu le diagnostic de bipolarité. Ça a pris, je pense, dans mes souvenirs, c'est 1 an plus tard. Mais, tu sais, on savait qu'il y avait quelque chose, qu'il avait fait une psychose, mais on n'était pas sûr si c'était une psychose relation au stress, si c'était un déclencheur d'un problème de santé mentale. Donc, finalement, 1 an plus tard, on a su qu'il était officiellement bipolaire parce qu'il en a refait une deuxième psychose, puis un peu plus tard, une troisième, puis un peu plus tard, une quatrième. Donc, bref, le début de sa maladie a été rock'n'roll, je pourrais dire ça de même. Quand on a eu le diagnostic officiel de bipolarité de type 1, ben ça a fait « OK, regarde, là, on sait maintenant c'est quoi que t'as, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider », puis ça permet d'avancer lorsqu'on reçoit le diagnostic. Personnellement, moi, ça m'a permis de faire « OK, ben c'est ça qu'il y a, de lire là-dessus, parce que j'ai quand même lu beaucoup après, puis de permettre de passer à autre chose, puis de guérir. Ben guérir, pas guérir, là, mais de se prendre en main, je vais dire ça de même. Par la suite, avant qu'ils trouvent une bonne médication, avant que la maladie se stabilise, on a comme vécu un 4 ans où que justement, il y avait des épisodes psychotiques, des hospitalisations, beaucoup d'inquiétudes aussi. Pour nous, ils se mettaient dans des situations que j'aurais jamais pu penser vivre dans ma vie. On avait peur pour sa vie, on avait peur aussi qu'il fasse quelque chose de plus grave. On a eu la chance que, justement, la chance qu'il nous écoute. On a réussi, malgré les défis, à ce qu'il soit hospitalisé, mais l'hospitalisation, c'est pas aussi... oui, ça stabilise un certain temps, mais il y a du travail qui reste aussi à faire. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment? Comment vous viviez cette nouvelle réalité? Sarah, je te laisse commencer. Comment je vivais cette période-là? Ça dépend. Tu sais, j'ai eu... Quand il était en psychose à l'hôpital, ça allait. Tu sais, je savais qu'on s'occupait de lui, puis que quand il était à l'hôpital, je me sentais rassurée, mais souvent, il sort de l'hôpital avant que ça soit complètement... il soit redescendu de son high, de sa manie. Fait que à ce moment-là, quand il sortait de l'hôpital puis que sa manie n'était pas encore... il n'était pas revenu les 2 pieds sur terre, ben là, j'étais hyper anxieuse parce qu'au début, sa médication était... C'était des médicaments oraux. Fait que, tu sais, il fallait... Puis ma mère, souvent, n'était pas là. J'étais souvent la seule qui était à la maison. Fait que moi, je m'assurais de vérifier. J'avais comme pris ce rôle-là en charge de vérifier s'il prenait sa médication. Je comptais ses pilules et tout pour être sûre qu'il les prenait parce que, ben, comme qu'il était encore en manie, je ne trustais pas bien à ce qu'il prenne sa médication. Fait que c'est comme ça. J'étais très anxieuse quand il était pas stable, mais quand ça se calmait, ben, tu sais, j'étais capable de... Entre les périodes de crise, j'étais capable de bien vivre avec ça. Puis, tu sais, je le côtoyais, mais tu sais, ça reste que quand il était en manie puis qu'il s'était pas géré, ben j'étais très, très, très stressée. Je faisais des cauchemars, je me réveillais la nuit, ben tu sais, genre, je guettais le bruit parce qu'il arrivait à n'importe quelle heure de la nuit. Fait que, tu sais, moi, aussitôt qu'il arrivait, je me levais, puis sa chambre est au-dessus de la mienne, chez ma mère. Fait que j'entendais du bruit, j'allais voir, s'assurer qu'il prenait sa médication, puis après ça, je pouvais me recoucher, mais c'est ça. Fait que, bref, je m'en ai mis beaucoup sur les épaules en début de maladie, mais après ça, ça s'est placé là, parce que sa médication était injectée. Fait que j'avais plus besoin de surveiller sa médication. Moi, je vivais pas à la maison avec mon frère. Moi, j'étais partie à l'extérieur aux études. Je revenais la fin de semaine, mais je le vivais un petit peu à l'extérieur. Mais
Je regardais plusieurs fois, par exemple, la nuit sur Messenger, voir si mon frère était encore en ligne. J'avais une anxiété qui était là quand même de voir est-ce qu'il est toujours en vie, est-ce que comment qui est son état. Fait que c'était une inquiétude que j'avais où j'appelais ma mère. Puis quand que je revenais à la fin de semaine, ben c'est sûr que je l'ai accompagnée. Par exemple, tantôt je parlais d'hospitalisation, ben je l'accompagnais à l'urgence. Puis tout dépendant si il décidait de le garder ou non, ben j'étais plus là les fins de semaine. Puis par la suite, après ça, ça a été les visites à l'hôpital aussi. Que mon rôle de petite sœur changeait plus comme j'avais l'impression d'être la grande sœur qui prenait soin de son frère, mais m'a toujours dit si tu as besoin, je vais être là. Je le comprenais, mais dans les 4 dernières années, je te dirais que les rôles se sont inversés. Puis justement, là, il pouvait aller à des sorties extérieures, mais seulement accompagné d'un membre de sa famille. Fait qu'on était comme les personnes. Puis au début, c'est ça. Ben, on a tous joué un rôle différent, les 4 enfants de la famille. Ça nous a rapprochés aussi dans cette grande période-là de tristesse, d'incompréhension, de frustration aussi. Puis, on a tous réagi différemment, mais c'est correct aussi. Je pense que je l'ai vécu différemment, puis j'ai pris ce rôle-là parce que j'étais la plus présente à la maison, qui côtoyait le plus souvent. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai pris ce rôle-là. Puis c'est pour ça que je l'ai vécu différemment d'elle, là, parce que c'est ça, j'étais plus souvent là. Puis ma dernière année d'université, je l'ai vécu à temps plein, puis je l'ai vraiment... Ça a été comme la goutte de trop qui avait débordé le vase, je vais dire ça de même. Quand j'ai dit la goutte de trop qui avait débordé le vase, c'est qu'à ma dernière année d'université, j'habitais justement à temps plein à la maison, puis là, il a fait son avant-dernière, sa 3e psychose à l'automne. Puis moi, j'étais en stage à ce moment-là, à temps plein en enseignement. Je travaillais la fin de semaine, puis là, il habitait là, puis tu sais, je réussissais quasiment pas à dormir, puis tu sais, c'était vraiment rendu insoutenable. Puis à ce moment-là, j'ai dit à ma mère, je dis, genre, c'est moi que tu vas hospitaliser là, à l'hôpital parce que je vais virer folle. Je dis, je suis plus capable de dormir, j'ai trop de stress, trop d'anxiété, ça m'empêche de me concentrer sur mes études, mon travail. Que finalement, elle a décidé mon père et elle, de lui louer un appartement, puis qu'il a quitté la maison parce que c'est ça, c'était plus rendu soutenable. J'ai habité là encore 1 an et demi, puis là maintenant, j'ai quitté la maison. Donc c'est sûr que ça m'aide à prendre du recul la relation avec mon frère parce que j'habite plus là, puis c'est ça, ça m'a aidé à me détacher, puis à moins mettre ça sur mes épaules parce que je le vois moins souvent aussi, là. Comment est-ce que toutes les deux vous aviez accès à de l'information sur ce que c'est le trouble bipolaire de type 1 et puis comment vous avez appris à accompagner au mieux votre frère? Rosalie, toi, tu as fait des études dans ce domaine. J'imagine que tu devais avoir quelques connaissances au départ. Est-ce que tu te servais de ça au début? Vu que j'étudiais dans le domaine, oui, j'avais de l'information, mais je le transmettais aussi à mon frère qui ne voulait pas d'aide psychologique autre. Oui, il y en a eu à l'hôpital, mais tu sais, en sortant, il y avait pas, même si mes parents étaient prêts à me payer la meilleure thérapie, le meilleur psychologue, il n'a jamais voulu aller chercher des services, mais nous, on est allé dans le fond rencontrer un organisme, moi, ma soeur et ma mère, que ça nous a permis de voir les versions, comment que les 3 on vivait ça. Fait qu'on est allé chercher un petit peu de l'information là aussi sur l'entourage, comment que les autres familles qui vivaient avec une personne avec un diagnostic de santé mentale pouvaient se sentir. Puis on s'est vraiment senti comprise, puis aussi de voir chacun notre perception de la situation, ça nous a aidés. Puis il y a aussi, dans le fond, si je me souviens bien, il y a la travailleuse sociale de l'hôpital qui nous avait appelés pour un petit peu connaître le contexte familial. Puis lors des visites à l'hôpital, le personnel médical nous disait, mon Dieu, tu sais, il est super bien entouré, vous êtes une famille qui est, ça va l'aider justement, qu'il ait ce soutien-là. Mais reste que cette famille-là, des fois, elle s'essouffle aussi. Fait que justement, là, ça nous a permis d'aller voir quelqu'un d'extérieur, par exemple avec ma mère puis ma soeur, pour justement mieux comprendre puis mieux faire face à la nouvelle réalité là, qu'on devait s'adapter.
aller voir une ressource, ça nous a permis, tu sais, justement, ma sœur, elle était, vous allez l'entendre, là, mais elle était un petit peu plus, elle se bloquait, mais elle a été beaucoup présente au début, puis par la suite, là, elle se bloquait aussi, là. Fait que ça m'a permis de voir, tu sais, on réagit tous différemment, puis c'est correct. Dans le fond, c'était sa façon de se protéger là-dedans aussi. Fait que ça m'a permis de, c'était pas une froideur ou un détachement, c'était vraiment, c'est parce que elle avait l'inquiétude, justement, qu'elle se priorisait, là, pour pas, justement, avant de craquer, ben, elle a mis cette distance-là. Sarah, toi aussi, tu es donc allée avec ta sœur et ta mère chercher cette ressource à l'association. Est-ce que tu as découvert ce qu'était le trouble bipolaire avec le diagnostic de ton frère? J'ai appris à connaître la bipolarité. Ben, tu sais, on en voyait un peu dans le temps à la télévision. C'était plus maniaco-dépressif qu'il disait, là. Mm-hmm. Puis après ça, ben, à sa deuxième psychose, quand il y a eu le diagnostic, on a rencontré l'organisme LEPA. Puis là, c'est vraiment là que j'ai reçu plusieurs documentations. La personne à l'organisme, elle m'avait prêté un livre. J'ai rencontré aussi l'intervenante quelques fois pour justement apprendre à vivre en tant que sœur qu'un frère bipolaire. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est plus là que après la deuxième psychose, un coup qu'il y a eu le diagnostic, là, que j'ai eu ces ressources-là, puis j'ai pu m'informer. Puis c'est sûr que ma sœur, étant en étudiant en psychoéducation, ben elle en connaissait quand même un peu, là. Fait que elle m'a aidée aussi là-dedans, là, à en apprendre à en connaître. C'est donc leur mère qui a organisé une rencontre avec les intervenantes de l'association LEPA. Les deux sœurs ont tout de suite accepté d'y aller, ensemble. Par la suite, Sarah a ressenti le besoin d'y retourner de façon individuelle. J'avais l'impression, pas d'être seule là-dedans, mais de le vivre de façon différente. Parce que, tu sais, ma mère, elle a un attachement différent du mien envers mon frère. Fait que j'étais pas tout le temps d'accord avec la façon qu'elle gérait les trucs. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Donc, j'avais comme besoin d'apprendre à m'en mettre moins sur les épaules. Tu sais, que c'est pas ma responsabilité de regarder la médication. Puis, c'est ça. Fait que j'ai eu besoin d'exprimer ça, puis d'avoir des conseils pour peut-être mieux gérer, mieux apprendre à gérer la situation. Est-ce que ça t'a aidé? Ben oui, l'organisme, ça m'a vraiment aidé parce que après ça, j'ai quand même compris que trop faire ce que je faisais, trop surveiller sa médication, trop l'encadrer, ben ça l'aidait pas dans le fond. Fait que c'est ça que j'ai appris, puis que justement, faut qu'il touche le fond par le... Tu sais, c'est bien d'être là, puis de l'aider à pas faire des choses dangereuses ou de l'amener à l'hôpital quand il en a besoin et tout, mais il y a un certain bout de chemin que c'était à lui de faire, puis que en surveillant trop ses affaires, sa médication, ben je l'empêchais de se rendre autonome. Fait que ça, c'est un apprentissage que j'ai eu, puis que ma mère avait de la misère à comprendre, que j'ai compris un peu plus vite qu'elle. Fait que là-dessus, j'ai essayé de la coacher dans le lâcher prise, puis essayer de rendre mon frère plus autonome. Les relations dans une fratrie évoluent durant toute la vie. L'apparition d'une maladie mentale peut venir modifier certains liens. Rosalie, puis Sarah, abordent en quoi cela les a rapprochées, mais aussi en quoi elles ont parfois réagi différemment par rapport à leurs frères. Moi, je suis à la base très proche de ma sœur. On a quand même nos défis entre sœurs, là, mais reste que ça nous a soudés aussi. Je donne un exemple. On allait en ville prendre un verre avec des amis, puis on voyait que mon frère arrivait, par exemple, en hypomanie ou en manie. Ben, on se regardait, puis les deux, tu sais, soit qu'on partait ou soit que, tu sais, on se parlait, ou il y a le fait aussi que on dit comment tu trouves qui va ces temps-ci. Justement, on voit des signes précurseurs en nous. On s'appelle souvent quand on les voit. Puis là, souvent, mettons, c'est le rôle de mon autre frère qui dit, ben, tu pourrais-tu y parler, tu sais, pour justement que... Fait qu'on a comme tous nos rôles différents, puis c'est ça. C'est quelque chose qu'on a vécu qui est unique, puis qu'on s'est compris beaucoup plus quand on en parle en nous que quand on en parle à d'autres personnes. Pourquoi? Pourquoi? Ben, on se sent compris parce qu'on a vécu d'une certaine façon. Oui, on a réagi, tu sais, différemment, puis on a vécu certains événements communs, je sais pas, qui est quand même unique. Puis quand on en parle à d'autres, oui, par exemple, ma soeur, elle a des amies infirmières qui travaillent en santé mentale, fait que, tu sais, la discussion est plus fluide. Mais
moi, personnellement, quand j'en parlais, soit que je me sentais pas comprise, ou c'est aussi moi qui me bloquais de... C'est plus facile de ne pas en parler puis faire comme si tout allait bien, par exemple. Tu sais, je pouvais avoir passé l'après-midi à l'hôpital à l'urgence avec mon frère, puis par la suite aller avec un souper d'amis puis dire oui, ça a été une grosse après-midi, mais tu sais, je continuais puis je faisais la fête, mettons, toute la soirée, comme c'est plus quand que je revenais chez nous, mais c'est un sentiment d'incompréhension, la peur d'être jugée également des autres. Puis tu sais, je suis dans le domaine, fait que j'en parlais quand même à des amis qui sont aussi dans le domaine, mais tu sais, c'est différent de travailler avec cette clientèle-là que de le vivre en tant que sœur aussi, là. Fait que c'est ça. Fait qu'un sentiment d'incompréhension de ce que je vivais. Fait que c'est justement le besoin d'être en contact avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose qui m'a poussée à participer là, à ce balado-là en ce moment, qui me sort de ma zone de confort, mais c'est ça. Justement, la psychose qui est arrivée à l'automne quand j'étais à ma dernière année d'université, on est allés ensemble à l'urgence. Ma soeur m'a appelé parce que ma mère devait quitter, puis je l'ai accompagnée, fait qu'on était les deux sœurs ensemble. Fait que quand on a besoin d'accompagner, on le fait, puis on s'entend super bien. Moi, je suis plus raide, plus « Ah ouais, prends-toi en main ». Puis Ro, elle est plus relation d'aide, puis elle essaie de l'accompagner, là. C'est ça. Moins douce un petit peu, comme ça. Ben, je dirais que on réagit vraiment différemment. Ben, pas dans les 3 dernières années, que moi, je me suis beaucoup plus éloignée. J'ai vraiment eu besoin d'une pause. Tandis que Rosalie, elle continuait de le voir plus souvent, puis d'essayer de l'aider, puis et tout. Mais moi, on dirait que le voir quand il était malade, ça me rendait trop stressée. Fait que la solution que j'ai trouvée, moi, c'était de m'éloigner. Tandis que Rosalie, elle a continué de le voir, puis Mais moi, j'ai vraiment eu besoin d'un temps de pause. Tu sais, elle évitait pas autant mon frère que moi, j'ai fait. Dépendamment de la personnalité, en fait, on réagit complètement différemment, puis on n'a pas les mêmes besoins par rapport à notre proche. Oui, vraiment. Nos personnalités sont assez différentes, puis c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu un besoin de pause, d'éloignement, puis parce que de toute façon, quand je le voyais, j'étais soit méchante avec, tu sais, mon anxiété se transformait en méchanceté, j'étais raide avec, puis tu sais, c'était pas le fun ni pour lui ni pour moi, fait que c'est ça, j'ai eu besoin de cette pause-là, puis maintenant, je le croise, puis ça va super bien, puis je suis capable d'être gentille avec, puis même que cet été, je lui propose des activités, on est allé jouer au tennis plusieurs fois ensemble cet été, là, c'est revenu, mais ce 2 ans de pause-là était vraiment nécessaire. Je demande aux 2 sœurs si elles perçoivent des différences par rapport à leurs amis qui n'ont pas de problématiques de santé mentale dans leur fratrie. Sarah trouve que cela leur a offert une vraie ouverture d'esprit sur ce qu'est la maladie mentale. Ben, je pense que ce qui est spécial, c'est que tu as une compréhension différente. Tu as vraiment une compréhension différente de la maladie mentale. Tu sais, je pense que si tu l'as pas vécu de proche comme moi, tu peux pas comprendre c'est quoi vraiment. Tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Puis ça m'a développé une sensibilité aussi de, tu sais, quand que je vois quelqu'un dans la rue, un sans-abri ou quelque chose, tu sais, je juge peut-être moins qu'avant parce que là, je me dis, ah, tu sais, clairement, mettons que je vois quelqu'un qui a l'air en manie ou qui a l'air en psychose, je me dis, ah, cette personne-là a vraiment besoin d'aide. Tu sais, j'ai comme une vision différente des choses maintenant que ce qui me rend peut-être différente de personnes, de mes amis qui n'ont pas cette problématique-là dans leur entourage. Ce qui nous rend spécial comme famille, vu qu'on a quelqu'un qui a un problème de santé mentale, c'est qu'on est peut-être plus capable de parler, de porter, d'observer si les autres se sentent moins bien, puis de poser les questions que des gens se poseront peut-être pas nécessairement. Là. Le ça va a peut-être un autre sens, mettons, quand tu as quelqu'un qui a un problème de santé mentale. On est peut-être plus sensible à ce niveau-là de vraiment, est-ce que ça va pour de vrai? Là, on te demande pas ça pour le fun, ça va-tu pour de vrai? Rosalie se sent différente des autres par son vécu et par les défis qu'elle a traversés dans les dernières années. Quand je me compare avec quelqu'un du même âge que moi qui n'a pas vécu ou qui ne vit pas avec quelqu'un qui a un problème, qui a une sœur ou un frère avec un problème de santé mentale, je me sens, oui, différente, mais je me sens, mon Dieu, je sais pas, j'en ai vécu quand même quand j'y repense aux dernières années.
Je me sens différente, mais qu'est-ce qui fait différente? Je pense que c'est les événements traumatisants un petit peu que j'ai vécu, puis le stress que ça occasionne aussi. C'est ça, c'est comme une grande vague que j'ai nagé dedans pendant 4 ans. Puis quand la vague elle a retombé, c'est là un peu aussi qu'il faut pas négliger un peu l'épuisement qu'on a eu pendant ce temps-là. Puis là, c'est de réapprendre en prévision de l'autre vague qui s'en vient. Tu sais, oui, on a tous les défis de la vie, puis chaque personne vit aussi ces difficultés-là, mais en plus de vivre les miennes, dans le fond, j'ai une inquiétude que d'être là pour mon frère, puis de... Fait que c'est ça, mais je travaille justement à me détacher de dire, ben, je priorise moi et non le bien-être de mon frère. Oui, je vais toujours être là pour lui, mais si je peux être là un petit peu, ben, être présente, mais pas nécessairement négliger mon bien-être à moi pour le futur. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, par exemple? Qu'est-ce que tu priorises? Prioriser mon bien-être, c'est toujours été un défi. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup puis qui pense pas nécessairement à moi, mais c'est du travail. Dans le fond, moi, personnellement, je suis allée chercher de l'aide aussi. Puis, tu sais, j'essaie de l'actualiser au quotidien. Il y a aussi le fait que je suis déménagée à l'extérieur de ma ville natale. Fait comme ça, dans les autres dans les moments plus difficiles à venir, oui, je vais peut-être me sentir loin, mais c'est 1 heure maximum. Fait que c'est pas si loin. Mais quand je vais aller prendre un verre avec une amie, par exemple, il va y avoir moins de chances que je puisse le croiser. Fait que c'est comme une distance que je me suis... une distance physique, mais reste que la distance émotionnelle est encore à travailler. Puis justement, j'essaie de prendre soin de moi. Puis il y a aussi, en allant voir l'organisme, on avait... en parlant de ça, dans le fond, moi, ma mère, ma soeur et ma grand-mère, on avait eu une fin de semaine de répit qu'on avait pu avoir aussi, là, qu'on est allé justement dans une auberge prendre soin de nous, se reposer. En effet, plusieurs organismes et associations offrent la possibilité de prendre un temps à l'écart de son proche, afin de se retrouver soi ou en famille, de se ressourcer, de mieux comprendre la réalité dans laquelle nous sommes. Par ailleurs, une crainte peut émerger, celle de développer aussi la même maladie que notre frère ou notre sœur. Je demande d'abord à Sarah, l'aînée des 2 sœurs, si c'est quelque chose qu'elle a ressenti ou qu'elle ressent encore. Vous entendrez que c'est une inquiétude qui est apparue, qui persiste encore, et qu'elle a partagée avec sa sœur Rosalie. Lorsque j'ai eu 23 ans, ma fête de 23 ans, j'ai vraiment eu un stress parce que c'est à 23 ans à peu près, 23-24 ans que la maladie s'est déclarée. Puis oui, j'ai vraiment pensé. Puis j'étais contente, tu sais, plus les années avançaient, plus j'étais contente. Je me disais, OK, c'est début vingtaine d'habitude que ça se déclare. Puis là, c'est comme, tu t'éloignes de ça. Fait que ça me rassurait de vieillir parce que je la développais pas. Mais tu sais, oui, c'est sûr que ça a été un énorme stress dans ma vie. Puis tu sais, même ça impacte le fait que je vais être des enfants ou pas. Parce que je sais qu'il y a un pourcentage de chances que mes enfants, si j'en ai un jour, aient cette maladie-là. Puis, tu sais, je dis pas que je bloque complètement cette option-là, mais c'est quand même dans ma... Tu sais, j'y pense pareil. Puis, ma mère, elle capote quand je dis ça parce que elle veut pas que je m'empêche à cause de ça, mais reste que ça reste dans ma tête. J'ai eu une discussion avec ma sœur en lien avec le fait qu'elle avait peur à un certain moment de développer une maladie. Puis c'est comme là qui m'est venu dans l'esprit de me dire, hey, c'est vrai qu'il y a une fragilité quand même, puis avec le stress qu'on vit au quotidien. Puis j'avais eu cette discussion-là avec ma sœur peut-être dans la première année ou 2e année que mon frère avait eu ce diagnostic-là. Puis ma sœur m'a dit, c'est à cet âge-là, j'ai l'âge que mon frère a eu son diagnostic. Fait que son inquiétude était là, même si elle n'avait pas de symptômes, c'est un questionnement qui lui passait par la tête. Hey, on va-tu développer, tu sais, nous aussi, un dans nous, des symptômes? Fait que ça m'a comme trotté dans la tête depuis ce moment-là. Puis je te dirais que ce questionnement-là est encore présent en moi. Fait que justement, d'aller chercher de l'aide pour mieux vivre avec le stress, mettons que cette problématique-là... mais oui, c'est toujours là. Je me dis que j'ai des bonnes capacités d'adaptation, que je vais chercher, tu sais, de l'aide, justement. Mais ce questionnement-là est toujours là en nous. Puis personne n'est à l'abri non plus
de ça. Un jour, tu sais, je serais pas que... Je nous souhaite pas, mais justement, je veux pas justement me rendre à une dépression où je suis pas là, mais justement, j'ai pris conscience que, mon Dieu, la maladie mentale, d'être en bon état mental, c'est un privilège, puis tu sais, de faire attention à nous, parce que, justement, ça peut arriver dans ta vie, se chambouler, puis avant de te rendre à un état très bas, ben, va chercher de l'aide, puis justement, prends soin de toi, parce qu'il y a un coup que, c'est sûr, ça dépend quel diagnostic, mais par exemple, j'ai vu mon frère changer quand même au niveau. Ça l'a changé vraiment. Fait que, si j'avais pu prévenir ça, j'aurais aimé, mais est-ce que ça... Tu sais, je sais pas, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Je crois pas, mais c'est ça, mieux prévenir que subir par la suite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre lien de frères et sœurs, il survit à la maladie et que vous gardiez des liens aussi proches? Ça a vraiment été dans nos valeurs, dans les valeurs que nos parents nous ont inculquées de se soutenir les uns les autres. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on se voit encore. Puis, tu sais, les 3 autres frères et sœurs, donc ma sœur, moi et mon autre frère, aussitôt qu'il va pas bien, tu sais, c'est rapide qu'on s'appelle, on se texte, puis tu l'as-tu vu? Sinon, on va appeler ma mère pour voir qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, on se met rapidement en action pour l'aider. Tu sais, moi, puis mon autre frère, on est plus du même genre, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, on a eu besoin les deux de s'éloigner, mais reste que quand c'est nécessaire, on s'implique puis on est là pour aider Hugo quand même. On dirait que je vais me sentir méchante de dire que notre lien, il est fragile, là. Il est vraiment... Je crois que c'est que j'ai mis une distance entre moi et lui, que oui, je vais être là, mais puis je lui ai dit aussi, puis ça vient me chercher. J'ai dit, si tu prends pas soin de toi, si tu vas pas, la prochaine fois, peut-être que je serai pas là. Tu sais, je vais être là, mais à un niveau différent. J'ai été là les 4 dernières années pour toi, pour t'accompagner, puis tout ça, mais là, j'ai atteint une limite de, tu sais, si toi, tu t'aides pas, je peux pas t'aider je peux pas faire plus que toi. Fait que, je te dirais, puis de penser à dire que je veux toujours garder un lien avec lui, mais de dire que mon lien, il est moins présent, ça me fait de la peine, dans le fond, de dire ça. Puis, tu sais, c'est sûr que ça l'a changé. Puis, justement, avec... c'est comme un deuil du frère que j'avais avant la maladie. Puis, je réapprends à apprendre à connaître cette personne-là, puis à voir comment notre lien... Quand il va bien, tu sais, il y a des moments, justement, que je dis, j'ai l'impression de retrouver mon frère. Puis, tu sais, je l'encourage à dire, tu sais, continue. Puis, tu sais, ça... Je veux toujours garder cette personne-là, mais je sais que la maladie peut faire en sorte que ça bascule d'un côté ou de l'autre, puis que, justement, mais je sais pas jusqu'où je vais l'aider la prochaine fois, mettons. Parce que, justement, je me donnais... Ben, je suis dans le domaine, je vais l'aider à le comprendre, je vais l'accompagner, je vais être là aussi pour mes parents, qui c'est difficile. J'ai été là beaucoup, mais... je me donne le droit la prochaine fois de dire OK, ben moi, le temps que je peux t'accorder, c'est ça. Comparativement à avant, c'est que c'était ma priorité, puis je donnais beaucoup de temps. Mais je me suis oubliée à travers ça, puis là, justement, mais c'est que la prochaine fois, c'est sûr, ça va être difficile, je vais avoir envie d'être là avec lui, puis tu sais, de l'accompagner comme je l'ai fait auparavant, mais c'est pas aidant pour moi de faire ça. Tu sais, que je serai pas nécessairement autant présente, malheureusement. C'est sûr que mon cœur va être déchiré, puis... mais c'est ça. C'est pas mal. C'est ça. On s'est souvent questionné en tant que famille que oui, on a un soutien pour lui, mais jusqu'à quel point que on l'aide en lui donnant ce soutien-là. OK, oui, on l'aide, mais est-ce que c'est vraiment l'aider? On a toujours offert un bon soutien, mais c'est d'évaluer est-ce que le bon soutien, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Jauger ça, c'est pas nécessairement facile. Je l'ai fait au début, plus, tu sais, justement en parlant plus de la maladie avec lui pour qu'il comprenne son diagnostic, mais à plusieurs reprises, j'ai dit, tu sais, je peux pas... tu sais, oui, on en parle, ça te fait du bien, je comprends, mais je peux pas, tu sais, je suis pas objective dans la situation, je suis impliquée émotionnellement,
Puis j'ai arrêté aussi de le faire parce que je me disais, je pourrais utiliser tel puis tel outil avec lui, mais c'est pas mon rôle. Fait que je te dirais que ça fait peut-être 3 ans que, tu sais, je joue plus mon rôle de soeur, peut-être 2 ans, plus mon rôle de sœur et non d'intervenante. Puis il va pas plus chercher de l'aide. Puis c'est frustrant aussi pour nous, mais en même temps, s'il est pas prêt, c'est ça, c'est... Parce que oui, il y a la médication, mais il y aurait un travail aussi à faire, là, au niveau psychologique, que lui, il est pas prêt à faire, mais je te dirais, il y a encore plusieurs petites marches à monter, là. C'est des petits pas à chaque fois, fait que c'est pas mal, là. C'est ça. Je sais qu'il ne reviendra jamais la personne qui a été, mais mon inquiétude principale, c'est qu'il ne sera jamais autonome. Vraiment, là, il est rendu à 31, je crois, 31, 32. Puis, tu sais, il paye pas encore son loyer, il paye pas son cellulaire, il fait pas à manger. Fait que, tu sais, ça, c'est, je dirais, mon inquiétude qui va toujours rester, c'est vraiment son autonomie. Puis je me dis, quand mes parents vont être vieux, ben, je sais pas trop ce qui va arriver, mais bon, on verra rendu là, peut-être que il va avoir compris des choses, puis il va avoir développé une certaine autonomie, plus que qu'il y a présentement, mais j'ai pas peur parce que on est une belle famille puis on va gérer ça ensemble, mais ça m'inquiète parce que je trouve ça plate pour lui, là, tu sais, je veux dire, je pense pas que sa vie est comme que lui l'aurait souhaité, là, mais c'est ça. Il y a un bout de chemin qu'il fait pas encore, qu'il devra faire prochainement, là. Bien que toutes les situations soient différentes, certaines émotions ou réalités peuvent être vécues de façon similaire dans les fratries touchées par la maladie mentale. Le partage d'expériences peut vous aider, si vous vous retrouvez dans ces témoignages. Si j'avais un ou deux conseils à donner à notre fratrie qui vit le même genre de situation, ça serait de prioriser toi, vraiment en tant que personne, en tant que sœur. Priorise tes besoins à toi pour pouvoir mieux l'aider par la suite, puis mettre tes limites aussi. C'est vraiment voir ce que ton bien-être passe en premier, puis par la suite, tu vas pouvoir mieux l'accompagner. C'est pas nécessairement facile. Quand ça nous arrive, ben on se donne... en tout cas, moi, personnellement, je me suis beaucoup donnée pour lui. Puis je me suis oubliée un petit peu là-dedans. Mais tu sais, avec un peu de recul, je me dis si j'aurais pris plus soin de moi, mais j'aurais peut-être été capable de l'aider, de l'accompagner différemment. Malgré que l'accompagnement, je crois qu'il a été quand même... En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais pas de ne pas s'oublier puis de se prioriser en tant que personne. Un deuxième conseil, c'est peut-être justement d'aller t'entourer de personnes qui sont là. Mais moi, j'ai eu la chance, c'est ça, d'avoir une soeur et un frère qui vivaient la même chose, mais peut-être d'aller, si t'as pas la chance d'avoir quelqu'un qui vit quelque chose de similaire, mais justement d'aller chercher un réseau que tu peux te faire sentir t'es comprise, parce que juste ça l'aide à se sentir mieux aussi, là, qu'ils partagent la même situation que toi. Tu nages dans cette vague-là, puis qu'elle est forte, puis tu t'épuises, mais tu sais, t'es dedans, fait que t'as pas le choix de continuer à nager, puis c'est quand la vague, elle retombe, que justement, tu constates que, mon Dieu, je suis épuisée, puis je me néglige, tu sais, depuis vraiment longtemps. Puis, tu sais, c'est un apprentissage aussi de dire, ben, tu sais, la prochaine fois, je peux pas éviter qu'il y ait une deuxième vague. Ça se peut qu'il y ait une deuxième vague, mais la prochaine fois, ben, justement, j'ai le goût de me mettre à l'abri, mais aucune abri assez forte pour dire que ça reviendra pas. Puis, justement, quand la deuxième vague va arriver, ben, je vais savoir comment nager, je vais savoir comment aménager mon énergie, puis je vais nager plus intelligemment aussi dans cette vague-là que... Si je dis une deuxième, mais au cours de ma vie, ils vont peut-être en avoir 3, 4, 5 aussi. Fait que c'est ça, c'est de l'apprentissage aussi, là, accompagner ou avoir un frère avec un diagnostic de santé mentale. Mais mon conseil pour quelqu'un qui a un frère ou une sœur qui a un problème de santé mentale, ce serait
premièrement, d'en parler avec les membres de ta famille parce qu'ils vivent probablement la même chose que toi. D'aller chercher de l'aide parce que moi, tu sais, j'ai pas consulté longtemps, mais les 3-4 rendez-vous que j'ai eus avec l'intervenante, ça m'a fait vraiment du bien. Puis d'apprendre à connaître la maladie parce que je pense qu'un coup que tu la connais, c'est moins l'inconnu, puis tu peux, tu sais, les symptômes que tu vois, ben, t'es capable de dire, OK, ouais, ça, c'est parce qu'il commence sa manie ou des trucs comme ça. Tu sais, là, maintenant, les symptômes d'une personne puis d'une autre sont différents. Moi, je connais les symptômes de mon frère, mais je pense que ça serait vraiment ça, là, d'en parler, tu sais, si ta famille est pas proche, tu peux en parler avec des amis proches, là, mais en parler, aller voir quelqu'un pour t'aider, parce que quelqu'un extérieur à la situation aussi va t'amener à réfléchir différemment, puis d'en apprendre sur la maladie, ce serait vraiment mes 3 conseils. Merci à Rosalie et Sarah pour ce partage si intime. Tellement de tendresse et d'amour ressortent de leurs paroles pour leurs frères et entre elles. Bien que leurs personnalités soient différentes, et leurs besoins aussi, de nombreuses similitudes sont ressorties, notamment l'importance du soutien, d'aller chercher des ressources, de s'écouter dans nos limites et d'accompagner son proche sans chercher à gérer sa vie. Dans le prochain épisode, vous entendrez Hélène Daftian, psychologue clinicienne spécialiste de l'accompagnement des jeunes dont un frère ou une sœur est atteint de maladie mentale. Elle reviendra sur certains points abordés aujourd'hui, notamment la réciprocité des relations fraternelles et le droit de prendre un temps à l'écart pour mieux accompagner par la suite. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau Avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aider sans filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos 2 sites web, aidersansfiltre.com et réseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.